Bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo pour cette première semaine. Ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur le décodage de César connaissent en tout cas l'énoncé de cette vidéo et sont peut-être intrigués par la réponse à la question que j'avais posée. Donc pour les autres, je vous rappelle le problème, il s'agit de calculer tout simplement le maximum et le minimum d'un tableau d'éléments, donc à savoir quelle est la plus grande et la plus petite valeur que vous trouvez dans un tableau. Encore une fois, allez-vous me dire, en effet, j'ai déjà fait la fonction maximum et j'ai déjà fait la fonction minimum, il suffit donc de les appeler de manière consécutive. Mais cette vidéo va être l'occasion pour nous d'aborder un nouveau thème, le thème des bornes inférieures. En effet, lorsque vous êtes en train de programmer des méthodes et que vous cherchez à optimiser énormément votre code, vous devez vous attaquer au problème non pas d'optimiser en n au carré ou en n, dire que finalement mon code va tourner en n au carré opération, mais de dire finalement mon code va faire 3n au carré plus 2n opérations, alors qu'en fait il existe peut-être une meilleure solution en 2n au carré plus n opérations, et c'est cette question que je me pose dans cette vidéo. Donc, lorsque l'on calcule le maximum et le minimum, on effectue un certain nombre de comparaisons entre des chiffres ou des données. Si ces comparaisons sont coûteuses, nous allons chercher à optimiser le nombre de comparaisons. Si vous analysez finement, et c'est ce que l'on verra au début de ce cours, les algorithmes que l'on a donnés de minimum et de maximum, vous apercevez que vous allez faire par exemple 2n comparaisons. Et la question que je vous avais posée était, peut-on faire moins que 2n comparaisons? Et si oui, jusqu'à combien d'opérations de comparaison peut-on aller? Et pouvez-vous me prouver que l'algorithme que vous me donnez réalise bien ce nombre et que ce nombre est le plus petit nombre possible? C'est cette question que nous allons aborder ici, et la preuve de la minimalité de la solution que je vous propose va aborder de nouveaux thèmes et une nouvelle méthode de preuve. Une manière de formaliser notre problème est la suivante. Nous avons en entrée un tableau d'entiers et nous cherchons à calculer de manière simultanée le minimum et le maximum. Nous avons déjà effectué ces opérations dans les vidéos précédentes, et par exemple dans la vidéo numéro 3, nous avons écrit cette fonction minimum qui prenait en paramètre un tableau et qui renvoyait la plus petite valeur de ce tableau. De même, dans la vidéo numéro 5, nous avons montré comment prendre en paramètre un tableau et renvoyer la valeur maximum. Si l'on réunit ces deux fonctions, évidemment, nous pourrons calculer ainsi le minimum et le maximum. En utilisant ces deux fonctions, il est très facile de voir que le minimum, par exemple, va comparer chaque valeur du tableau avec la valeur de référence valeur min, et donc nous allons effectuer n comparaisons dans la fonction minimum. De même, nous allons réaliser n comparaisons dans la fonction maximum, et donc, à la fin, nous aurons effectué 2n comparaisons. Alors maintenant, imaginons un peu qu'au lieu de travailler sur des entiers, nous travaillons sur des objets, peut-être des chaînes de caractères, qui font que la comparaison entre ces chaînes pourrait être beaucoup plus long que la comparaison entre deux entiers. Comparer deux entiers, c'est très rapide en machine. Par contre, comparer deux chaînes, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Donc, ce que l'on va chercher à effectuer dans cette vidéo est d'essayer de voir si l'on sait minimiser le nombre de comparaisons entre des éléments de notre tableau. Donc ici, nous en avons 2n. Peut-on faire moins? Une première idée consisterait à dire qu'au lieu d'avoir une fonction minimum et une fonction maximum, nous allons réunir ces deux fonctions en une seule. Donc si l'on regarde le code suivant, nous avons juste réuni la fonction minimum et maximum en une fonction min-max qui réalise à peu près la même chose, à savoir qu'elle va comparer tab de i avec la valeur min de référence et le cas échéant réaffecter une nouvelle valeur à valeur min, et sinon elle va comparer la valeur tab de i avec la valeur max et la réaffecter au besoin. Nous avons enlevé des comparaisons de cette manière, en effet. On remarque que si tab de i est plus petite que valeur min, alors nous affectons valeur min à tab de i et nous ne faisons pas le deuxième test, c'est-à-dire celui où l'on teste tab de i par rapport à valeur max. Alors, évidemment, cela va nous faire gagner quelques opérations, mais combien d'opérations cela va nous faire gagner? Mais dans le pire des cas, on le voit sur l'exemple suivant, nous n'allons pas gagner d'opérations, car le minimum est la première case du tableau, et donc le if tab de i plus petit que valeur min sera toujours faux dès que i vaut 1. Et donc à chaque fois, nous effectuerons notre deuxième test, à savoir tab de i est supérieur à valeur max. Donc dans le cas de tableau par exemple qui commence par le minimum, à la fin, nous aurons effectué 2n comparaisons. Donc ces 2n comparaisons
ne sont pas une très grande amélioration, mais l'on pourrait se dire, même si dans le pire des cas, nous n'avons pas amélioré notre algorithme, l'avons-nous amélioré en moyenne? Et la réponse, là encore, est non. En tout cas, on l'a peut-être amélioré, mais à la marge, à savoir que nous améliorons le nombre de comparaisons lorsque nous n'effectuons pas le second test. Et nous n'effectuons pas le second test lorsque table de i est plus petit que valeur min. Donc il faut imaginer que l'on parcourt le tableau de gauche à droite et que dès que l'on trouve une valeur qui est un nouveau minimum, on va gagner un test. Et donc la question que l'on se pose, c'est combien, dans un tableau aléatoire, y a-t-il de minimum que l'on va rencontrer comme ça en parcourant le tableau de gauche à droite? Eh bien, une analyse pourrait nous montrer que ce nombre est en fait proportionnel à logarithme de n, où n est la taille de notre tableau. Donc cela est très faible, et donc au final, le nombre de comparaisons de notre algorithme en moyenne va être 2n moins log n, et donc 2n, log n étant négligeable devant 2n. Voilà, donc on gagne log n, mais log n par rapport à n, on ne gagne pas grand-chose. Alors comment améliorer l'algorithme? Eh bien, regardons l'idée suivante. Donc l'idée de base de l'algorithme que l'on a vu jusqu'à présent consistait à prendre un élément, à voir si cet élément était un minimum. Si ce n'était pas un minimum, on allait le comparer avec le maximum, et on allait changer les valeurs dans ce cas-là. Maintenant, nous allons améliorer cet algorithme, et au lieu d'utiliser un élément, l'idée est d'utiliser deux éléments de notre tableau. Donc prenons deux éléments consécutifs de notre tableau, A et B, et la première opération, au lieu d'aller les comparer avec min et max, est déjà de comparer A et B ensemble. Alors on va supposer ici que B est plus petit que A, donc j'ai fait un cercle plus petit, et alors là, l'astuce consiste à se dire, si B est plus petit que A, alors cela ne sert à rien de comparer B avec le max, ou de comparer A avec le min. En effet, même si A est plus petit que min, alors comme B est plus petit que A, de toute façon, le nouveau min, ce sera B une fois que l'on aura considéré A et B. De même, si B est supérieur au max, comme A est supérieur à B, alors A va aussi être supérieur au max, et donc si l'on essaye de changer la valeur du max, alors le max, une fois que l'on aura considéré A et B, sera A, et donc cela ne sert à rien de regarder B. Donc en conclusion, il suffit dans ce cas-là de comparer B avec le min et A avec le max. Et là, nous aurons gagné, au final, une comparaison. Comptons ce nombre de comparaisons. Donc nous avons comparé déjà A et B entre eux, cela fait une comparaison, puis nous comparons ici B au min, puis A au max. Cela fait 3 comparaisons, et au bout de ces 3 comparaisons, nous avons pris 2 éléments de notre tableau. Nous avons donc fait 3 demi de n, 1,5 n comparaisons par élément en moyenne. Alors voici la fonction écrite. Elle paraît longue, mais en fait elle est vraiment très simple. Donc cette fonction procède en différentes étapes. La première étape consiste à comparer table de i et table de i plus 1. Remarquez que ma boucle for ne parcourt pas le tableau de case en case, mais de 2 cases en 2 cases. Nous avons i plus égal à 2 à la fin. Donc on prend les 2 cases consécutives, table de i et table de i plus 1. Sur ces 2 cases consécutives, on compare et on va ranger dans l'entier petit la plus petite des valeurs des 2 cases et dans grand la plus grande valeur des 2 cases. Ensuite, nous n'avons plus qu'à comparer petit avec valmin et grand avec la valeur max, et donc nous avons fait 3 comparaisons ici, et à la fin nous avons changé valeur min et valeur max pour mettre les nouvelles valeurs de référence valmin et valmax. Attention toutefois, comme nous parcourons les éléments par paire, si la taille du tableau est impaire, il faut gérer la fin, à savoir si la longueur du tableau est impaire, alors il faut aller regarder la dernière case du tableau et voir si cette valeur est plus grande que la valeur max ou plus petite que la valeur min. C'est ce qui est fait dans la colonne de droite. C'est pour ça que le code est en 2 parties. Dans cette opération, nous avons effectué 3n sur 2 comparaisons. Une question naturelle maintenant, nous avons gagné n sur 2 comparaisons, c'est beaucoup. On a gagné un quart des comparaisons par rapport à ce qu'on en avait à l'origine. Alors maintenant, la question que je vous pose est, peut-on faire moins que 3n sur 2 comparaisons? Alors c'est une question qui n'est peut-être pas simple, et la réponse que je vais vous donner est non, et je vais essayer de vous le prouver. Alors ça va être la première vraie preuve, enfin preuve assez longue que l'on va effectuer, et c'est une preuve qui va faire un tout petit peu appel à ce qu'on appelle la théorie des jeux. Nous allons déjà remodéliser notre problème. En entrée, nous avons un entier.
En sortie, nous cherchons toujours à calculer le minimum et le maximum, mais surtout, les seules opérations que nous nous autorisons à effectuer sont des comparaisons. Alors pour effectuer cette preuve, nous allons essayer de modéliser le fonctionnement de notre programme. Alors, chaque case de notre tableau est un entier, donc je représente en rouge ici comme exemple la case d'un tableau, et je vais mettre 2 flèches autour de cette case, et je vais mettre une flèche en bas quand elle est blanche, quand l'intérieur de cette flèche est blanche, cela veut dire que la case est potentiellement un minimum, et quand la flèche du dessus est blanche, cela veut dire que ma case est potentiellement un maximum. Au début de mon algorithme, je sais que je vais en entrer un tableau, et potentiellement, toutes les cases sont à la fois peut-être des minimums ou peut-être des maximums. Donc toutes les flèches associées à chaque case vont être vides. L'idée de mon algorithme, la manière dont il tourne à chaque fois, c'est que je vais réaliser des opérations et en comparant les cases entre elles, je vais dire que par exemple si un élément est plus petit qu'un autre, ça veut dire que le petit élément ne peut pas être un maximum vu qu'il a un élément qui est plus grand que lui. Et donc je noircirai la case du haut pour dire non, ce n'est pas un maximum. À la fin de l'algorithme, ce que j'aurai, c'est donc plus que un minimum et un maximum. Donc quand je compare par exemple 2 éléments qui sont potentiellement des minimums et des maximums, je me pose la question, et forcément il y en a un qui est plus petit que l'autre, donc je l'ai mis en dessous, celui qui est plus petit, et s'il est plus petit, ça veut donc dire que l'élément du dessous n'est pas un maximum, et que l'élément du dessus n'est pas un minimum. J'ai donc noirci ces 2 flèches. Une fois que je sais que ce n'est pas un minimum et ce n'est pas un maximum, je vais pouvoir effectuer d'autres comparaisons afin d'éliminer l'ensemble des flèches qui sont blanches dans mon diagramme pour que, au final, je n'obtienne plus qu'une flèche blanche vers le bas et une flèche blanche vers le haut. Alors voici un exemple de fonctionnement d'un algorithme. J'ai donc un tableau de 6 valeurs. Je vais commencer par comparer les 2 premières valeurs A et B. Et imaginons que A soit plus petit que B. J'ai donc A n'est donc pas un maximum, vu qu'il est plus petit que B, et B n'est pas un minimum, vu qu'il est plus grand que A. Maintenant, je vais comparer C et D. De même, C va être plus petit que D. Et maintenant, je vais essayer de comparer A et D. En effet, A et D, pour l'instant, je ne sais pas si A est plus petit que D ou si A est plus grand que D. Et remarquez qu'ici, je peux décider à peu près ce que je veux. Cela va dépendre des valeurs de A et D, mais les 2 cas de figure peuvent se produire. Par exemple, je pourrais avoir A plus petit que D. Prenons A égale 1, D égale 10 et C égale 7. Cela va faire un diagramme cohérent. Je peux toujours construire des diagrammes cohérents, en fait, quand mes 2 éléments sont pour l'instant incomparables. Donc, je vais ici dire, par exemple, que A est plus petit que D. Si A est plus petit que D, je n'ai pas rajouté de flèche noire, ici, remarquez. Donc, j'ai fait une comparaison, mais elle m'a servi à rien. Elle n'a rien discriminé dans mon ensemble. Faisons une autre comparaison. E et F. Je compare E et F. F est plus petit que E. Donc, F n'est pas un maximum, E n'est pas un minimum. Et maintenant, je vais comparer C et E. Et là, je remarque que E est plus petit que C. Et donc, je vais avoir E n'est pas un maximum, C n'est pas un minimum. Et donc, au final, là, on remarque maintenant, ça y est, C et E sont complètement exclus. Ce ne sont ni des maximums ni des minimums. Donc voilà, cet exemple, on pourrait le poursuivre jusqu'à la fin. On remarque simplement maintenant que à chaque étape, il reste un ensemble de cases qui peuvent être des potentiels maximums. C'est toutes celles qui ont une flèche blanche au-dessus. Donc ici, c'est le cas de B et de D. Et j'ai aussi 2 cases qui peuvent être des potentiels minimums, à savoir A et F. À la fin, la seule chose que je veux, c'est n'obtenir plus une seule case qui est un potentiel maximum et une seule case qui est un potentiel minimum. Et à ce moment-là, ce sera effectivement le maximum et le minimum. Donc ici, je vais simplement effectuer les comparaisons, par exemple, de B et de D. Et forcément, soit B va être plus petit que D, soit D va être plus petit que B. Mais dans cette opération, je saurai quel est le maximum entre les deux. De même, je vais pouvoir comparer A et F. Et le plus petit des deux sera donc le minimum. Au final, si je regarde des types de comparaisons possibles, je vais en avoir en fait 6 types différents. Il y en a un que je n'ai pas marqué car il est complètement inutile. Donc regardons le premier type de comparaison. Le premier type de comparaison que j'ai appelé A et qui est représenté en vert consiste à comparer des valeurs qui sont 2 potentiels maximum ou 2 potentiels minimum, mais où l'on sait par exemple pour les 2 potentiels maximum qui ne sont pas des minimums. Donc c'est le cas par exemple de B et D dans mon diagramme. Remarquez, B et D sont peut-être des maximums, mais je sais que de toute façon ce ne sont pas des minimums. Donc c'est le premier cas. J'ai un second cas
qui consiste à comparer un potentiel maximum avec une case qui n'a pas encore été regardée, ou un potentiel minimum avec une case qui n'a pas été regardée. Le cas C, c'est le cas où je compare deux cases qui n'ont pas été regardées, et ainsi de suite. Alors pourquoi j'ai séparé ces différents cas ? Eh bien, on va regarder de plus près ce qui se passe avec ces différents cas. En fait, quand on va faire ces comparaisons, à chaque fois, nous allons déterminer lequel des deux va être plus petit qu'un autre, et suivant le fait que l'un est plus petit que l'autre, alors cela va vouloir dire que l'on va noircir ou pas un certain nombre de flèches. Comme à la fin, ce que l'on cherche à faire, c'est noircir au maximum de flèches pour n'obtenir qu'une, plus je noircis de flèches, finalement, moins je vais réaliser d'opérations. C'est-à-dire si à chaque opération je noircis 2 flèches, eh bien cela voudrait dire que je peux peut-être trouver le min et le max en n étapes, car j'aurai noirci mes 2n-2 flèches nécessaires en n-1 étape. Donc la première chose à montrer est déjà qu'à chaque étape, nous ne pouvons rayer au maximum que 2 flèches. En effet, prenons 2 cases A et B et comparons-les entre elles. À l'issue de cette comparaison, nous aurons déterminé si A est plus petit que B ou B plus petit que A. Ici, A est plus petit que B, par exemple, et donc dans ce cas-là, j'aurai noirci simplement le haut de la case A en disant que A n'est pas un maximum, et le bas de la case B en disant que B n'est pas un minimum. Est-il possible que le fait d'avoir comparé A et B me permette de noircir une autre case en créant, par exemple, un autre lien ? Alors, imaginons que l'on ait noirci, par exemple, la flèche en haut de C, à savoir que la comparaison entre A et B nous permette de dire que C n'est pas un maximum. Alors cela implique que je viens de trouver un nombre qui est plus grand que C. Alors si j'ai un nombre qui est plus grand que C, je vais imaginer quel est forcément C, je vais avoir déterminé le fait que C soit plus petit qu'un autre nombre. Imaginons que D soit cet autre nombre. Alors si D existait auparavant, que se passe-t-il ? Eh bien, on sait que C est plus petit que D, donc il y a un trait entre C et D, mais on ne connaissait pas ce trait auparavant. Donc cela voudrait dire peut-être que le fait d'avoir comparé A avec B va m'avoir permis de comparer C et D. Cela veut donc dire que C, ici, va être relié à A, en disant que A va être plus grand que C, que B va être plus petit que D, et que le fait d'avoir créé ce lien entre A et B, finalement, va m'avoir créé une chaîne de connexion qui m'a comparé C à D. Mais cela n'est pas possible parce que ce que je viens de dire, c'est que je savais avant donc que A était plus grand que C. Mais ça, si je savais que A était plus grand que C, j'aurais déjà noirci la flèche en haut de C. Donc, cela veut dire effectivement par l'absurde que je ne peux pas noircir la flèche en haut de C et qu'elle aurait déjà été soit préalablement noircie, soit le fait de rajouter A et B ne me permet pas de noircir une autre flèche. Alors on va étudier maintenant de plus près chacune des opérations, à savoir, je sais que je peux noircir peut-être 2 flèches, mais est-ce que c'est vrai à tous les coups ? Alors, finalement, une partie, c'est-à-dire une partie, un test, le fait de déterminer quel est le minimum et le maximum, on peut voir ça comme un jeu, mais en fait ce jeu consiste simplement à faire un ensemble de comparaisons de type A, B, C, D ou E. Prenons le diagramme qui est juste à droite. Donc nous avons un ensemble de chiffres et on a certaines comparaisons entre ces chiffres. On sait par exemple que C est plus petit que A, que C est plus petit que B, C est plus petit que F, D est plus petit que F et E est plus petit que F. Alors maintenant, quand j'effectue ces comparaisons, je peux avoir plein de valeurs possibles. Et lorsque je vais comparer par exemple 2 éléments dedans, donc B et D, prenons, ici je vais me poser la question de que puis-je faire en comparant B et D ? Alors déjà, est-ce que j'ai un choix ? Quand je prends ces 2 cases, est-ce que je sais à l'avance si B est plus petit que D ou l'inverse, à savoir D plus petit que B ? Eh bien en fait, les 2 cas sont possibles. C'est-à-dire que si je prends 2 éléments incomparables, comme je le dis, c'est-à-dire comme ça qui n'ont pas été encore reliés, à l'étape I, alors les 2 cas de figure existent, c'est-à-dire que je pourrais très bien affecter des valeurs A, B, C, D, E, F, de telle sorte que B soit plus petit que D, mais je pourrais aussi affecter d'autres valeurs, de telle sorte que D soit plus petit que B. Ça veut donc dire finalement que le cas le pire, je peux choisir finalement mon ordre, ici dans lequel le B et D se situent, et donc je vais faire, on va dire, le mauvais joueur, et donc à chaque fois que j'effectue une comparaison, je vais essayer de faire la comparaison qui me fasse le moins gagner possible de flèches.
En effet, ce que l'on cherche, c'est une borne inférieure. Donc si je veux une borne inférieure, il faut que je sois sûr à chaque coup que je gagne au minimum un certain nombre, que je noircisse au minimum un certain nombre de flèches. Donc, il faut que je trouve ce min, et pour trouver ce min, il faut donc examiner le pire des cas. Le pire des cas, c'est vous avez un mauvais joueur qui décide toujours le mauvais test. Alors, on va regarder cas par cas les différents A, B, C, D, E. Donc, prenons par exemple ici la comparaison entre B et D. La comparaison entre B et D, c'est une comparaison ici de type D. Donc, c'est une comparaison de type D violette. Et quand on est dans le cas D, ici, on peut avoir donc les deux cas. Et le pire des cas entre les deux, c'est quoi? C'est le cas où D va être plus petit que B. En effet, si D est plus petit que B, je vais tout simplement mettre une flèche entre D et B et dire que D n'est pas un max et B n'est pas un min, mais ça je le savais déjà. Donc finalement j'aurais relié les deux éléments, mais je n'aurais pas noirci de case ici. Donc est-ce que dans chaque cas, je pourrais trouver un ordre dans lequel je noircisse aucune case? Donc nous avons vu que cela était le cas par exemple pour l'opération D, mais est-ce que cela est vrai pour les opérations A, B, C et E? Alors regardons de plus près. Si l'on prend A, alors l'opération A consiste à comparer deux nombres. Prenons le premier cas, ces nombres sont des potentiels maximum, mais je ne suis sûr que ce n'est pas des potentiels minimum. Alors je vais les comparer entre eux, et ce que je sais, c'est que quel que soit l'ordre finalement où je vais les mettre, si l'on regarde, vous pouvez tester toutes les combinaisons possibles, vous n'aurez qu'une seule case de noirci. Et surtout, vous en aurez une. Donc si je compare par exemple deux potentiels maximum entre eux qui ne sont pas des minimums, donc il y a une flèche noire en bas et blanche au-dessus, alors imaginons que celui de droite est plus petit que celui de gauche, je vais donc rajouter un lien entre les deux et dire que celui de bas, comme il a un élément qui est plus grand que lui, maintenant ce n'est plus un maximum. J'ai donc noirci une case. Si j'avais inversé l'ordre entre les deux, j'aurais noirci l'autre flèche en haut. De même pour le cas des potentiels minimums, donc dans le cas A, finalement, je noircis toujours une case. Maintenant, prenons le cas B. Il pourrait se passer que vous noircissez deux cases. Mais, dans le pire des cas, en fait, vous ne noircirez qu'une seule case. En effet, prenons le cas, le premier des deux cas, et alors, on va juste dire que les deux cases blanches, où il y a l'élément où il y a les deux flèches blanches, va être plus petit que l'élément qui a la flèche blanche et la flèche noire. À savoir que, à ce moment-là, je vais donc créer un lien, et je vais juste noircir l'élément du bas et dire que ce n'est plus un potentiel maximum, l'autre ayant déjà été noirci. Donc j'ai noirci qu'une seule case noire. Si je prends le deuxième cas possible pour B, il suffit de dire que l'élément de gauche va être plus petit que celui qui a les deux flèches blanches, et là encore, vous aurez noirci qu'une seule des cases. Donc au pire, je noircis une case. 2 dans le meilleur des cas et 1 dans le pire des cas. Dans le cas C, je peux les mettre dans n'importe lequel des deux sens. De toute façon, il y en a un qui n'est plus un potentiel minimum et l'autre qui n'est plus un potentiel maximum, donc j'ai noirci deux cases. Le cas D, on l'a vu, on noircit 0 case, c'est le cas suivant. Et le cas E, alors le cas E, ici nous avons deux cases noires avec une case blanche, et bien forcément, une des deux cases blanches va être comparée, et donc on aura noirci une case ici, en les comparant l'un avec l'autre. Donc pour finir la preuve maintenant, ce que l'on cherche à faire, c'est compter le nombre d'opérations nécessaires pour en avoir à la fin plus qu'un seul minimum et un seul maximum. J'ai rappelé en bas les différentes opérations, et en haut à gauche, j'ai mis à chaque fois le chiffre qui correspond au nombre minimum de cases que l'on noircissait lorsque l'on appliquait cette opération. Donc finalement, le calcul d'un minimum et d'un maximum, c'est une suite de comparaisons A, B, C, D, E entre certaines cases de mon tableau qui à la fin me mèneront à n'avoir plus qu'un minimum et un maximum. Donc je veux deux cases blanches à la fin. Imaginons que l'on ait cette suite d'opérations C, B, A, D, C, C, E, B et qu'à la fin j'ai trouvé le nombre de cases. Ce que je cherche moi finalement, c'est trouver le nombre de lettres dans ce mot qui me représente finalement le calcul du minimum et du maximum. Alors je sais qu'il faut rayer 2n-2 cases blanches, mais je sais qu'à chaque étape, je n'enraye pas toujours le même nombre. Il y a des cas où je vais enrayer 2, des cas où je vais enrayer 1, et des cas où je ne vais pas enrayer. Donc, le premier cas, je regarde déjà, c'est le cas où je vais enrayer 2, c'est-à-dire le cas où je vais appliquer l'opération C. Quand j'applique l'opération C, nous avons vu, nous rayons 2 cases. Donc si je ne pouvais appliquer que des opérations C tout du long, c'est très simple, en n opérations,
j'aurais donc noirci 2 n cases, et donc j'aurais fini, j'aurais trouvé mon maximum et mon minimum. Or, il faut se méfier, le nombre d'opérations C possibles, c'est au maximum n sur 2. Alors pourquoi? Il faut regarder d'un peu plus près les opérations C. Les opérations C consistent à prendre deux éléments qui sont pour l'instant qui sont potentiellement des minimums et potentiellement des maximums. C'est-à-dire c'est des éléments que l'on n'a jamais comparés entre eux. En effet, à chaque fois que l'on compare une case qui a deux flèches blanches, alors forcément cet élément se retrouve plus petit ou plus grand qu'un autre élément, et donc il y a une de ces deux flèches qui va être basculée en noir. Donc une case qui possède ces deux flèches blanches, c'est une case qui n'a encore jamais été comparée. Or, combien y a-t-il de paires de cases qui n'ont jamais été comparées, tout en sachant qu'à chaque fois que je prends une telle paire, je vais la retirer de mes éléments, eh bien je ne peux en prendre que n sur 2 successivement, car à la fin, je vais donc avoir rayé au moins une flèche dans chacune des n cases. Donc le nombre de C, c'est forcément plus petit que n sur 2. Et bien ça va me permettre de conclure. En effet, le nombre d'opérations, c'est le nombre de A plus le nombre de B plus le nombre de C plus le nombre de D plus le nombre de E que je vais réaliser pour calculer mon min et mon max. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que le nombre de A plus le nombre de B, quand je réalise une opération A, j'ai au moins une case noire de rayée. Quand je réalise B, j'ai au moins une case noire de rayée. Quand je réalise C, j'ai au moins deux cases noires de rayée, donc je compte deux fois le nombre d'opérations C. Quand je réalise D, j'ai 0 peut-être case de rayée, donc je fais 0D, plus le nombre d'opérations E. Ce que je veux à la fin, c'est que ce chiffre soit supérieur à 2n-2, parce que je veux rayer au moins 2n-2 cases noires. Et là, j'ai effectivement donné le nombre de cases noires que je rayais. Je peux trouver un cas où, si j'ai ce nombre, eh bien, le nombre de cases rayées soit exactement A plus B plus 2C plus E. Donc, si je passe un C de l'autre côté, j'obtiens A plus B plus C plus E, supérieur à 2n-2 moins C. Mais comme je viens de voir que C était plus petit que n sur 2, cela veut donc dire que A plus B plus C plus E est plus grand que 3n sur 2. Donc si A plus B plus C plus E est plus grand que 3n sur 2, a fortiori, A plus B plus C plus D plus E est aussi plus grand que 3n sur 2. Et donc, cela veut dire que le nombre d'opérations à minima que je dois réaliser est au moins 3n sur 2. Donc 3n sur 2 comparaisons pour trouver le minimum et le maximum. Voilà, cela termine ma preuve. Elle n'est pas évidente à comprendre. Je pense que nous pourrons en discuter sur le forum de discussion, et donc surtout n'hésitez pas à poser des questions. Par exemple, remarquez qu'il y a une opération que je n'avais pas pris en considération ici, à savoir une opération F qui consisterait à comparer ensemble des éléments qui ont déjà le max en noir et le min en noir. Évidemment, cela est inutile. C'est des opérations où je sais que mes éléments ne sont ni des max ni des min. Pourquoi je m'amuserais à comparer deux éléments de cette manière-là, étant donné que le résultat de l'opération, c'est juste de savoir que l'un va être plus petit que l'autre, mais qu'en aucun cas, cela me permettra de rayer des cases noires, maintenant ou plus tard. Alors maintenant, il faut faire attention. Ici, j'ai réussi à réduire le nombre de comparaisons. L'algorithme que je vous ai donné, je l'ai programmé, et je l'ai fait tourner, mais je l'ai fait tourner sur un tableau d'entier, et je vous présente ici les résultats en temps d'exécution. Alors vous allez me dire que c'est peut-être contre-productif de montrer ce résultat. Alors voici par exemple les tableaux entre la taille 5000 et la taille 1 million. Donc voici l'algorithme naïf, c'est-à-dire qu'il consiste à faire minimum d'un côté et maximum de l'autre. Et voici les temps mis par mon algorithme optimisé, à savoir qu'il met que 3n sur 2 comparaisons. On remarque qu'ils sont 2 fois plus grands. On se dit, j'ai fait un algorithme optimisé, il est 2 fois plus lent. Est-ce que c'est un bon exemple? Alors oui, c'est un très bon exemple, tout simplement parce qu'ici, j'ai dit que j'avais pris comme test un tableau d'entiers aléatoire. Or, rappelez-vous, en tout début de cette vidéo, j'avais pris comme assertion que le temps de comparaison entre mes valeurs allait être le facteur déterminant. Or ici, la comparaison entre deux entiers n'est pas le facteur déterminant. En effet, la comparaison entre deux entiers est tellement rapide que par rapport à un saut, que par rapport à un autre test ou même à un if, ou à une incrémentation ou à une affectation de valeur, ce temps va être du même ordre. Donc,
ce n'est pas parce que j'aurais minimisé mon nombre de comparaisons. On l'a vu, l'algorithme que j'ai produit est plus long, peut-être qu'il effectue plus d'affectations que l'algorithme naïf, et donc comme ils mettent à peu près le même temps, c'est normal que je n'ai pas minimisé mon temps d'exécution. Donc je verrai des courbes qui seraient inversées si le temps de comparaison entre deux valeurs de mon tableau n'était pas la comparaison entre entiers, mais par exemple entre des chaînes de caractères, comme je l'ai déjà dit, ou d'autres objets, où l'opération de comparaison serait beaucoup plus coûteuse. À ce moment-là, effectivement, le fait d'optimiser le nombre de comparaisons serait utile. Donc, pourquoi avoir fait ceci? En fait, c'est pour permettre cette discussion sur le fait que quand vous voulez optimiser un code, il y a beaucoup de facteurs d'optimisation. Ce que vous voulez optimiser, c'est un peu le temps, mais quand on dit optimiser le temps, c'est en fonction des données que vous allez avoir en entier. On voit ici que l'algorithme qui va être optimal, par exemple pour trouver le min et le max de structures de données complexes qui nécessitent une opération de comparaison longue, ne sera pas le même algorithme optimal que pour le tri d'entiers. Donc, ce n'est pas simplement l'algorithme en lui-même qui est optimal, mais c'est l'algorithme pris dans son environnement. Et si on veut aller encore plus loin, l'environnement va prendre aussi la machine avec la mémoire cache, la taille des pages, la taille de la RAM, et ainsi de suite. Donc l'algorithme optimal en tant que tel, il peut exister de manière théorique. Donc ici, on pourrait dire qu'effectivement, de manière théorique, ce que je veux, c'est l'optimiser en fonction du nombre de comparaisons. Mais en pratique, ce qu'il faut faire, c'est essayer de l'optimiser en fonction des données et du problème que vous avez à traiter. Voilà. En conclusion, nous venons de réaliser une très belle, mais quand même assez longue preuve et assez technique pour montrer que le nombre de comparaisons minimum que l'on pouvait réaliser était 3/2 de n. Alors, au travers des différentes vidéos de cette semaine, ceci étant la dernière, nous avons abordé pas mal de différents sujets, à savoir la structure de données qui étaient les tableaux, des algorithmes de calcul de minimum, de maximum, de fréquence, de recherche dichotomique, et là de maximum et de minimum simultanés, mais nous avons aussi abordé beaucoup de notions. Des notions de complexité en temps pour l'exécution de votre programme, des notions de complexité en espace, des notions de preuve de programme et des notions de borne sup et de borne inf pour ces complexités. Cela fait beaucoup de choses. Vous avez maintenant réalisé un petit programme, donc vous pouvez aller voir dans l'exercice de programmation et vous aurez un petit code à nous fournir et nous vous fournissons pour cela une sorte de squelette, un ensemble de questions, plus des batteries de tests à laquelle vous pouvez répondre. La semaine prochaine, nous aborderons les structures linéaires, à savoir les piles, les fils et d'autres structures de ce style. Cela reprendra en partie certaines des techniques et surtout l'utilisation des tableaux que nous avons vus cette semaine. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et surtout interagissez sur les différents forums reliés à ce cours. Et je vous dis à bientôt.